Elle a consacré sa vie à protéger son pays et a été traitée comme une criminelle de droit commun simplement parce qu'elle était une latina seule dans une rue tranquille. Bien qu'elle ne portait pas d'uniforme, sa seule présence imposait le respect. Elle n'a jamais élevé la voix, sa calme et sa détermination étaient plus fortes que n'importe quelle sirène hurlante. Camila Herrera, directrice adjointe du FBI, avait consacré des décennies à démanteler des réseaux de corruption, à affronter de dangereux criminels et à sauver d'innombrables vies. Pourtant, ce soir-là, sous la pluie, sous les lampadaires tamisés et les négociations à voix basse, son bilan remarquable ne comptait pour rien. Son seul délit ? Une peau bronzée, une silhouette solitaire dans une voiture fédérale banalisée, et ne correspondant à aucune image préconçue de l'autorité. Alors que les policiers la supposaient imposteuse, l'acier froid des menottes se referma sur ses poignets non pas à cause de ses actes, mais à cause de l'identité qu'ils croyaient qu'elle représentait. Ils rirent entre eux, convaincus d'avoir déjoué un imposteur, quand soudain son téléphone portable vibra, un appel qui allait briser leur complaisance, mettre fin à leur carrière et réécrire à jamais l'histoire de ce commissariat. Le quartier était paisible, bordé de maisons modestes et de jardins soignés, chaque lampadaire projetant une lueur timide sur le trottoir mouillé par la pluie. Une berline noire était garée devant une maison quelconque, son moteur silencieux sous le crépitement des gouttes de pluie. À l'intérieur, Camila Herrera était parfaitement immobile, la posture inflexible, comme sculptée dans le granit. Âgée de 44 ans, avec des traits marqués par l'expérience et un regard fixe qui ne vacillait pas, elle portait une tenue décontractée, mais dégageait une aura de commandement tranquille. Personne ne soupçonnerait que cette femme sans prétention orchestrait des opérations secrètes du FBI et menait des enquêtes internes. Elle n'était pas arrivée par hasard. Suite à une information anonyme sur la corruption policière dans ce même commissariat, elle se rendait à un rendez-vous secret avec un informateur de confiance. Avant qu'elle puisse descendre de voiture, 2 véhicules de patrouille la coupèrent. Un jeune policier, la main sur son holster, lui demanda ses papiers avec une impatience brusque. Elle les lui tendit sans hésiter. L'autre policier, plus âgé, portant un uniforme beaucoup trop grand et l'air renfrogné, examina ses papiers comme s'il s'agissait d'un canular. « Oui, bien sûr, et je suis la présidente, » répondit-elle doucement, réprimant toute protestation. Lorsqu'elle demanda « Vous enregistrez ça ?» le voyant rouge de sa caméra de sécurité clignota affirmativement. Le jeune homme esquissa un sourire narquois, « Tout est enregistré, délinquante », puis lança ordre et menace, la traitant comme n'importe quelle suspecte. Ils ne prirent même pas la peine de vérifier son numéro de plaque, pour eux, elle n'était qu'une latina seule dans une voiture suspecte, tard le soir. À l'intérieur du commissariat, des néons bourdonnaient au-dessus de bureaux encombrés, tachés de café rassis et de dossiers jaunis. Camila fut escortée jusqu'à une salle d'interrogatoire aux murs de béton nu, imprégnée d'arrogance. Malgré ces avertissements calmes, vous êtes sur le point de commettre une grave erreur, ses paroles s'estompèrent dans une sourde indifférence. Le sergent Double Amérique, un homme corpulent à la moustache grisonnante et à la voix tendue vers l'autorité, la regarda avec un mépris flagrant. Directeur adjoint du FBI, hein. Que fait quelqu'un comme vous sans escorte ni badge dans un quartier pareil, railla-t-il, avant de se détourner pour partager un rire moqueur avec 2 jeunes agents enthousiastes. L'un frappa du poing sur la table et demanda « Quel est votre vrai nom ?» L'autre griffonna des notes sur la dernière, représentation théâtrale. Personne ne l'écouta. Personne ne vérifia même son identité. Son accent, le calme délibéré de son silence, tout était déformé en preuve de tromperie. Camila jeta un coup d'œil à l'horloge murale, chaque tic-tac lui volait un temps précieux lors de son rendez-vous avec l'informateur. Elle savait que le moindre faux pas pouvait compromettre une opération fédérale cruciale. Alors que les agents envisageaient de la traiter comme « sans papier » et de la renvoyer à l'immigration, la détermination de Camila s'est cristallisée. Elle avait été entraînée à supporter l'incertitude, à décrypter chaque geste, à attendre le moment idéal et ce moment est arrivé lorsqu'un agent a jeté sa carte d'identité sur la table en ricanant, tout cela est faux. Puis, avec l'autorité de l'expérience, elle s'est penchée en avant et a parlé, d'un ton toujours mesuré mais inflexible, avez-vous consulté la base de données fédérale, ou seulement votre système local ? Sans registre national, vos allégations ne valent rien. Un lourd silence s'abattit. Le regard renfrogné de Méric s'accentua, son emprise sur le pouvoir s'effritant. Menottée, Camila se leva délibérément de son siège. « Je ne suis pas là pour sauver vos carrières, » dit-elle doucement, « mais vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. » Pour la première fois, les agents hésitaient. L'un détourna le regard, un autre tâtonna sur un ordinateur pour accéder à des réseaux plus vastes,
mais fut réprimandé par le poing de Méric. « C'est moi qui commande ici, je n'ai pas besoin qu'une femme comme vous me dise comment faire mon travail. » Mais Camilla avait déjà allumé une étincelle. Dans la pièce adjacente, son téléphone vibra de nouveau, insistant, inévitable. L'écran afficha « Directeur général du FBI ». L'orgueil se brisa sous le poids d'une autorité indéniable. Des mains nerveuses saisirent à nouveau son identifiant, cette fois dans une application de vérification fédérale rare. Les données qui apparurent firent pâlir même l'agent le plus audacieux. Nom complet, Camilla Herrera. Numéro de badge, 88 722. Grade, directeur adjoint, division des affaires internes, FBI. Le silence qui suivit fut total. Je crois qu'on a un problème, balbutia le jeune agent. Le sergent Méric n'osa pas lever les yeux. La femme qu'ils avaient moquée et menottée se tenait maintenant devant eux, incarnant la justice elle-même. Il m'avait ignoré, ridiculisé et menotté, mais voilà qu'elle se révélait être l'un des officiers les plus hauts gradés de l'institution même qu'il prétendait servir. Il a tenté de résister, mais comment savoir si ce n'est pas une falsification? De nos jours, n'importe qui peut créer un faux site web. Camilla, balbutia-t-il, un site fédéral avec accès biométrique où tu sais ce qu'est le système Sentinelle. Pour y entrer, il faut une autorisation directe de Washington. L'agent le plus âgé, qui s'était moqué de moi quelques instants plus tôt, ne riait plus. La sueur perlait sur son front. Son partenaire, autrefois si sûr de lui, fixait le sol comme s'il voulait disparaître. Camilla a poursuivi, vous avez vérifié le numéro de badge dans la base de données nationale, mais vous n'avez pas appelé le contact de vérification indiqué au dos du document. Vous n'avez pas tenu compte de mon avertissement initial avant de porter la main sur moi. Non, vous avez agi sans protocole, par préjugé apparent. Maintenant, chacun de vos mots est enregistré alors que vous violez les droits fédéraux d'un supérieur. Chaque syllabe était un poignard. Pire encore pour eux, cela sonnait juste, plus aucun de leurs actes ne pouvait être justifié. La caméra, en uniforme, continuait de tourner. Tu vas continuer à faire semblant de contrôler la situation, demanda Camilla, ou vas-tu répondre à cet appel avant que la situation ne dégénère? Elle désigna le téléphone qui vibrait sans relâche sur la table métallique derrière la vitre. L'écran affichait avec insistance « Directeur général au FBI ». Chaque bourdonnement faisait écho à la réalité qui s'abattait sur ce commissariat, mais aucun agent n'osait décrocher. Ils étaient paralysés. Pris entre l'incrédulité et la peur, ils ont vu Camilla prendre le contrôle total. « Apportez-moi mon portable maintenant », ordonna le jeune agent d'une voix soudain ferme, dénuée d'arrogance. Les mains tremblantes, il obéit et lui rendit le téléphone. Menottée devant, Camilla glissa pour déverrouiller l'écran, puis appuya pour accepter l'appel. Elle activa le haut-parleur, directeur Herrera. Une voix grave tonna, où est-il donc? L'informateur a disparu. Opération compromise. Le sergent va bien? Méric a tenté d'intervenir, excusez-moi, qui parle? Agent spécial Andrew Kowalski, directeur du FBI. À qui est-ce que je parle? Le visage du sergent se tordit, il ouvrit la bouche, mais Camilla le coupa. Monsieur, je suis au commissariat du 11e arrondissement. J'ai été arrêté sans motif, menotté, ignoré et on m'a refusé la vérification de mon identité. Mes papiers ont été déclarés faux. Tout est enregistré, caméras piétons et caméras internes du commissariat. Silence, puis la voix retentit comme un coup de massue, ne raccrochez pas. Dans 5 minutes, ils recevront un appel du procureur général. Ne bougez plus. Puis la ligne fut coupée. La jambe d'un agent céda, il s'affaissa sur une chaise. L'autre balbutia de faibles excuses. Méric, pris entre son orgueil blessé et sa terreur, murmura, ce doit être un piège. Mais Camilla ne lui laissa aucun répit. Calmement, elle commença à démonter leurs mensonges. Consultez le registre d'entrée du bâtiment, ordonna-t-elle. Vous verrez que j'ai demandé un permis d'entrée en vertu d'un code fédéral. Ma voiture est immatriculée comme véhicule officiel clandestin. Et ceci, elle sortit un petit dispositif de sécurité, du genre que seuls les agents de haut rang portent, était dans mon sac, que vous n'avez même pas inspecté. Les erreurs de procédure ont été révélées une à une. Non seulement ils l'avaient arrêté illégalement, mais ils avaient saboté une opération fédérale en cours par pure partialité. Alors que le silence enveloppait la pièce, une nouvelle sonnerie retentit. Cette fois, ce n'était pas le téléphone de Camilla, mais celui du fixe sur le bureau du sergent.
Le vieux combiné gris clignotait avec insistance. Méric le regardait comme une bombe à retardement. Personne ne bougea. Camilla haussa un sourcil. Tu ferais mieux de répondre. Les mains encore moites de sueur, le sergent décrocha le combiné. Sa réponse fut un murmure, seulement des murmures et un « oui, monsieur » répété. Puis il raccrocha, vidé de toute arrogance. Le parquet intervient, murmura-t-il. Ils enverront un superviseur fédéral ce soir. Camilla fit son dernier geste. De sa veste, elle sortit un stylo, appuya sur un bouton et lança un enregistrement d'une clarté exceptionnelle. En quelques secondes, l'enregistrement retransmit l'intégralité de la première rencontre, chaque mot moqueur, chaque déni de protocole, chaque menace captée par un microphone de sécurité interne du FBI, qu'ils avaient complètement ignoré. Est-ce qu'ils reconnaissent leur propre voix, demanda doucement Camilla. Parce que cela va directement au comité de surveillance. Ce n'est plus une affaire interne, c'est une preuve. Les officiers se figèrent. Le plus jeune pleurait en silence, le plus âgé ôta son chapeau en signe de défaite. Méric sortit simplement de la pièce en titubant, stupéfait. À la porte, une nouvelle silhouette apparut, un homme en costume sombre, un badge fédéral autour du cou. Il était arrivé vite, trop vite. Camilla inclina la tête et demanda « Vous avez écouté l'enregistrement ?» « J'ai encore quelque chose à dire. » Le nouveau venu hocha la tête. « Bien sûr, directeur. » À partir de maintenant, a déclaré Camilla, cette station est sous surveillance fédérale. La salle de réunion improvisée était remplie d'agents fédéraux, certains portant des dossiers, d'autres observant et prenant des notes. Camilla se tenait droite, les marques rouges des menottes encore au poignet. Personne n'osait l'interrompre. Le silence n'était plus gênant, il était respectueux. Elle scruta la pièce, non pas avec fureur, mais avec une autorité tranquille. Avec une fermeté qui semblait plus lourde que n'importe quel cri, elle s'exprima d'une voix claire, tempérée par les années et aguerrie par l'expérience. Je ne suis pas ici par orgueil. Je ne suis pas ici parce que j'ai été personnellement offensé. Je suis ici parce que ce n'était pas une erreur individuelle. C'était le reflet de quelque chose de bien plus profond. Elle fit un pas en avant. Tu as vu une seule latina sans uniforme de nuit, et ça a suffi à te faire toute une histoire. Pire encore, tu as agi en fonction de cette histoire sans vérifier un seul fait. Ils m'ont traité de criminel et de menteur. Ils m'ont menotté, ont ignoré les protocoles fédéraux et ont détruit une opération confidentielle, tout cela au nom d'une autorité incomprise. Certains officiers ont baissé la tête, d'autres ont respiré profondément. Personne ne pouvait justifier ce qui s'était passé. Je me suis demandé, que serait-il arrivé si je n'avais pas occupé ce poste? Si j'avais été un citoyen ordinaire, sans relation, sans enregistrement, sans personne pour me croire, où serais-je aujourd'hui? J'ai regardé le sergent Méric droit dans les yeux lorsqu'il est revenu dans la pièce, cette fois sans badge. Ils avaient été relevés de leurs fonctions quelques minutes auparavant. Le problème n'est pas seulement de savoir qui m'a arrêté, ai-je dit. Le problème, c'est tout ce qui a permis que cela se produise sans poser de questions, sans hésitation. Si quelqu'un comme moi, armé de son autorité, peut être réduit au silence ainsi, combien d'autres voix ont été réduites au silence sans que personne ne le sache? J'ai marqué une pause. Ce que vous appelez procédure n'est souvent rien d'autre que des préjugés en uniforme. Et si nous ne les affrontons pas, si nous ne les démantelons pas de l'intérieur, alors nous ne servons pas la loi, nous perpétuons les mêmes abus. Dans cette station, une fissure s'est ouverte, une fissure irréversible dans la façade du pouvoir. Quelques heures plus tard, alors que les agents fédéraux évacuaient le bâtiment, je suis entré dans la nuit. La pluie avait cessé, mais le trottoir mouillé reflétait les lampadaires et les visages curieux des voisins qui observaient de loin. Il n'y avait ni caméra de télévision, ni communiqués officiels, juste une femme marchant seule, libre et digne, ayant démantelé un édifice d'arrogance avec des faits et une voix assurée. De l'autre côté de la rue, une voiture attendait dans l'obscurité. Une femme âgée aux cheveux gris et à l'air nerveux en descendit à ma mère, interpellée par un message codé. « Je vais bien. Attends-moi dehors. » Nous nous sommes embrassés en silence, sans un mot. Cette nuit-là, après avoir affronté des criminels, infiltré des cartels et démasqué des réseaux de corruption, j'ai finalement craqué, des larmes silencieuses ont tracé le contour de ma peau. « Ils t'ont fait mal » a murmuré ma mère en touchant mes poignets balafrés. « Pas assez pour m'arrêter » répondis-je, la voix brisée. Avant de monter dans la voiture, j'ai jeté un coup d'œil au poste de police, non pas avec colère,
mais avec détermination. Ce n'est pas fini, maman. Ce n'est que le début. À l'intérieur, mon téléphone affichait plus de 30 messages non lus, collègues du FBI, procureurs, journalistes, avocats, tous voulaient une déclaration. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'application d'enregistrement et cliqué sur « Enregistrer ». Le dossier fut automatiquement transmis à une unité d'éthique à Washington. « Écoutez tout », dis-je doucement. « Ne gardez pas cette histoire pour vous. » Je fermai les yeux, expirai profondément et démarrai le moteur. La ville semblait inchangée, mais quelque part au plus profond du système, le changement avait commencé. 2 semaines plus tard, le commissariat du district 12 fermait ses portes au public. Un panneau indiquait « Enquête fédérale en cours ». À l'intérieur, bureaux vides et dossiers éparpillés gisaient dans un silence absolu. Mon enregistrement avait déclenché un effet domino. En quelques jours, 3 agents ont été suspendus, un a démissionné et le sergent Merrick a été arrêté pour obstruction à une opération fédérale. Les médias ont finalement rapporté l'incident, anonymement, comme s'il s'agissait d'une haut fonctionnaire du FBI, victime d'abus de pouvoir local. Elle n'a pas élevé la voix, a déclaré un témoin, mais elle a fait trembler tout le bâtiment. Les réactions furent mitigées. Certains critiquaient le pouvoir conféré à un seul individu, d'autres, notamment dans les communautés latino, me voyaient comme un symbole de résistance institutionnelle. À la radio, un avocat spécialisé dans les droits civiques déclarait « Le cas de cette femme n'est pas une exception, c'est la règle. » La différence était une preuve. Combien d'autres n'en ont aucune? Je me suis retiré des projecteurs, pas de conférences, pas de célébrités. Je me suis recentré sur les protocoles de détention et la formation sur les préjugés, devenant conseiller auprès du nouveau programme national d'éthique policière. Mon expérience a cessé d'être un cas isolé et est devenue un élément obligatoire des formations. Pourtant, je savais que la justice était incomplète. Certains policiers résistaient encore, beaucoup continueraient d'agir par réflexe plutôt que par raison. Mais au moins, quelque chose avait commencé à changer. Un après-midi, alors que je consultais des rapports, j'ai trouvé une lettre manuscrite du jeune officier qui m'avait menotté. Je n'ai aucune excuse. Grâce à toi, j'ai décidé d'arrêter. Je ne veux pas faire partie de ce que je ne comprends pas. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Je l'ai gardé un instant sans larmes, sans sourire. J'ai simplement hoché la tête et les rangé. D'autres batailles m'attendaient, mais pour la première fois depuis des années, j'avais le sentiment que je ne les affronterais pas seul. Mon histoire n'a jamais fait la une des magazines ni fait l'objet d'un documentaire. Pourtant, son écho a parcouru les couloirs du pouvoir, remodelant les protocoles et semant le doute là où n'existait auparavant que des certitudes. Lors des séances de formation du FBI, mon enregistrement est devenu une étude de cas marquante. Au-delà des bureaux du gouvernement dans des quartiers où les arrestations injustes étaient trop fréquentes, mon histoire s'est répandue par le bouche à oreille. Une cinéaste latino, jugée sur son apparence, a fait tomber un empire d'arrogance d'un simple coup de fil. J'ai continué à travailler en coulisses, sans jamais rechercher la reconnaissance, mon objectif était le changement. Chaque rapport que j'ai examiné, chaque agent que j'ai formé, est devenu une nouvelle fissure dans une structure autrefois considérée comme indestructible. Un soir, dans un restaurant tranquille, un serveur timide s'est penché vers moi et m'a murmuré « Excusez-moi, étiez-vous au 12e » J'ai hoché la tête. Mon cousin y travaille, il m'a raconté ce qui s'est passé. Je voulais juste vous remercier. Parfois, j'ai l'impression que personne ne se lève. J'ai souri et je n'ai rien dit. Plus tard, il a laissé un mot à ma table. Merci d'avoir refusé de garder le silence cette nuit-là. Sous une légère bruine, sans escorte ni badge, juste un dossier sous le bras et un pas décidé, je suis passé devant une fresque scolaire, une femme menottée encadrée devant un commissariat de police, sous les mots « Si cette histoire vous a touché, partagez-la, car le silence n'a jamais sauvé personne. » J'ai souri à nouveau, non pas parce que c'était désormais mon histoire, mais parce qu'elle appartenait à nous tous.